Quand on dit femme scientifique, on pense souvent à Marie Curie. Mais bon, faut pas se mentir, ça remonte un petit peu loin cette époque. Depuis le 19e siècle, la science a quand même pas mal avancé et de plus en plus de femmes y ont participé. Mais qui sont ces femmes qui font la science d'aujourd'hui ? Bienvenue dans À la sauce Curie. Je m'appelle Mélissa et je suis moi-même scientifique. À travers ce podcast, je souhaite te faire découvrir le monde de la science en donnant la parole à des femmes, inconnues du grand public, qui ont choisi de faire leur carrière dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelées les STEM. Épisode 4, Lara. Lara est aujourd'hui ingénieure en recherche et développement en intelligence artificielle. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au cours de cette conversation avec Camille, que vous avez déjà entendu dans l'épisode 3, et si vous ne l'avez pas encore écouté, pas de panique, vous pourrez enchaîner avec cet épisode, je vous ai mis le lien dans les notes. Elle nous explique son parcours atypique, sa progression de la biologie vers l'informatique, on parle également d'ambition féminine, de sa construction sociale et de plein d'autres choses encore. Bonne écoute. Bonjour Lara. Bonjour Mélissa. Comment ça va ? Très bien, très contente d'être là. Merci d'avoir accepté cette interview, enfin double interview, parce qu'on a vu Camille avant ou après, je sais pas comment je vais faire le montage, mais voilà. Est-ce que tu peux te présenter comment tu t'appelles, ton âge et ce que tu fais comme métier ? Alors, je m'appelle Lara, j'ai 29 ans, bientôt 30, et je travaille actuellement comme ingénieure de recherche et développement en logiciel et intelligence artificielle. Et donc, comment tu définirais ce métier qui a l'air de claquer comme ça ? Alors en fait, ce que je fais, c'est que je crée des programmes qui permettent à la machine d'apprendre et de faire des prédictions sur des informations. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un apprentissage, comme on ferait un apprentissage, c'est pas un bien grand mot, mais calqué sur ce qu'on ferait pour un apprentissage humain. Donc la machine apprend de l'information, lit beaucoup d'informations, est capable de construire des modèles à partir de ces données qu'elle lit, de ces informations, et donc elle est capable de faire des prédictions par rapport à tout ce qu'elle connaît déjà, quand on lui donne de nouvelles informations. Et alors, c'est quoi ton parcours pour en arriver là ? Qu'est-ce que t'as fait ? Alors, vaste question. Donc moi, j'ai fait un bac scientifique, avec une option biologie. Initialement, je suis une biologiste, donc j'ai fait un bac scientifique que j'ai eu avec mention. Ensuite, je suis rentrée à l'université où j'ai fait une licence de biologie, une licence assez large. Et ça c'est pour moi c'est important de le dire parce qu'en fait c'était une licence qui était pas du tout spécifique biologie initialement. Il y avait des maths, de la physique, de la biologie et de la chimie. Donc c'était quand même c'était à l'UPMC, à l'université Pierre-Marie Curie. Donc il y avait une dominante de biologie. C'est quoi le nom de ta licence ? Je sais plus. Licence scientifique, en tout cas. Oui, d'accord, ok, c'est un truc très large, quoi. C'est un truc large, mais donc on fait vraiment physique, mathématiques et tout ça. Après, il y a une majorité de biologie, mais pour moi, c'était en fait quand je suis rentrée dans cette licence, c'était quand même très important de faire un peu de tout, parce que quand j'étais au lycée, j'aimais faire tout. Donc j'étais bonne en maths, bonne en physique. Et j'aimais ça en plus. Ouais. Donc c'était pour moi important d'être capable de continuer un peu sur cette lancée. Ensuite, je suis rentrée à l'école normale supérieure où j'ai fait un master en biologie, en génétique biologie cellulaire. Donc ça c'était pour mon master 1 et mon master 2, comme l'école normale supérieure faisait pas de master 2, ils étaient en cohabilité avec encore l'université Pierre-Marie Curie. Et donc j'ai fait un master 2 international en biologie du développement et cellules souches. Ok. Et le côté international, c'est-à-dire qu'il était entièrement en anglais. Ok. Et en fait, il y avait des échanges avec d'autres universités. Donc moi, en l'occurrence, vu les options que j'avais prises, j'ai pas fait d'échange. Mais en fait, on avait des gens qui venaient d'autres universités, donc le master était entièrement en anglais. Et il était en cohabitation avec l'Institut Curie et je sais plus quoi d'autre. Mais bon, voilà. Donc c'était assez international en fait. C'était ça l'idée, c'était vraiment d'avoir plusieurs disciplines et on avait vraiment genre 50% d'étrangers dans le master, quoi. Donc c'était il y avait quand même super enrichissant, quoi. Donc c'était vraiment un très j'ai un très bon souvenir de ce master. Cool. Et ensuite j'ai fait un doctorat
où j'ai travaillé donc sur les cellules souches dans le cerveau, sur un petit poisson qui s'appelle le poisson zèbre. Et donc le but de ma thèse, c'était de faire du lignage cellulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on marque des cellules dans un embryon qui est en développement et on les suit. Donc on les suit tout au long de sa vie pour essayer de comprendre qu'est-ce que génèrent ces cellules chez un adulte. Et l'idée de cette démarche, c'était de savoir, de connaître la population chez un embryon qui va être capable de former certaines parties du cerveau chez un adulte, et en particulier des parties du cerveau qui contiennent des cellules souches adultes. Donc on cherchait à savoir vraiment d'où provenaient ces cellules souches adultes. Donc voilà, j'ai travaillé sur ça pendant 3 ans. Pour ta thèse. Pour ma thèse. Et tout ça, on voit toujours pas l'intelligence artificielle. Alors oui, c'est vrai que je me suis arrêtée en cours de chemin. Alors, donc ensuite, après cette expérience de recherche, j'ai continué dans la recherche. Donc j'ai fait quand même un peu de chômage avant d'arriver à trouver un premier poste. Parce que à la fin de cette première expérience, j'avais un peu des doutes sur le fait que j'allais continuer dans la recherche. C'était pas forcément écrit dans le marbre pour moi, donc et en particulier, je me suis dit à cette époque-là que j'aimerais bien voir comment ça se passe dans un système privé. Donc j'avais plutôt envie de chercher des postes dans le privé, vu que j'avais fait ma thèse dans un système public. Donc j'ai pris du temps en fait pour chercher ça, que j'ai pas trouvé, parce que voilà, c'est assez compliqué, assez concurrentiel. Donc je me suis dit au bout de quelques mois que j'avais envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc j'ai pris un poste d'ingénieur de recherche et j'ai travaillé sur les cellules souches et le cancer du sein. Donc un petit peu différente, thématique un petit peu différente de ma thèse, parce que je faisais de la culture cellulaire, etc. Donc c'était assez différent. Techniquement enrichissant du coup, parce que j'apprenais de nouvelles choses. Et donc j'ai travaillé 1 an sur ça. Et au bout des 1 an, j'ai commencé un petit peu à saturer du système public. Du système public, de la recherche en biologie en général. J'avais un peu fait le tour de quelque chose pour moi. Et je me suis intéressée à l'informatique, en fait. J'avais envie... j'ai toujours un mari informaticien. Et du coup, c'est vrai qu'il m'a un petit peu initiée à ça, et ça m'a beaucoup plu. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire ça ? Et j'ai donc fait une formation de 6 mois pour apprendre la programmation. Donc j'ai appris à programmer dans ce qui s'appelle des langages objets. Donc des langages objets. Et à la fin de cette formation de 6 mois, donc qui était une formation assez intensive, assez aussi professionnalisante, donc pas du tout théorique. L'idée c'était vraiment de mettre les mains un peu dans le cambouis, d'apprendre tout ça. À la fin de cette expérience-là, j'ai eu envie de m'orienter vers l'intelligence artificielle, parce que pour moi, c'est pas du tout ce que j'avais fait dans cette formation, en fait. Mais pour moi, je saurais pas expliquer, mais c'était pour moi évident que ça reliait les 2 disciplines que j'avais fait. La biologie, j'avais travaillé sur le cerveau, etc. Et vraiment l'aspect informatique, parce que en plus, en particulier, ce que j'ai pas mentionné, c'est que dans mon laboratoire de thèse, on faisait pas mal de comportements, et donc ça avait éveillé un peu chez moi aussi cet intérêt pour l'apprentissage, comment est-ce qu'on fait pour apprendre, etc. Et du coup, l'idée c'était d'arriver à marier ces 2 choses. Et donc, à l'issue de cette formation de 6 mois, j'ai pris un poste d'ingénieur recherche et développement en intelligence artificielle. Comme c'est une discipline informatique où il y a beaucoup de demandes, j'ai eu la possibilité, avec mon doctorat, de me vendre sur un poste comme ça, parce que ils ont compris que j'allais apprendre rapidement, et que eux ils ont besoin de gens et qu'ils en trouvent pas, donc ils ont accepté de me prendre, de me former pour faire ça. Et voilà, moi j'avais fait comprendre que j'étais très motivée, donc c'est ça, et depuis quelques mois maintenant je fais ça. Cool. Tu fais combien de temps maintenant ? Ça fait bientôt 6 mois. Ok, c'est ça. Et t'es toujours à fond dedans. Et je suis très contente parce que ça correspond totalement à mes attentes. Enfin voilà, donc c'est passionnant, c'est très différent de la biologie et pas si éloigné en un sens, parce que il y a beaucoup de cheminement intellectuel, c'est de la recherche pour moi. C'est-à-dire que
voilà, moi je suis vraiment dans l'équipe R&D, donc il y a vraiment une notion où on crée des choses nouvelles, on réfléchit sur des choses, on essaye de construire des choses, on part de zéro quoi, donc ça j'aime beaucoup. Et voilà. Cool. Et pendant ton parcours, qui est quand même assez atypique, est-ce que t'as eu des difficultés, rencontré quelconque difficulté, plus ou moins en fonction du fait que tu sois une femme ou pas, parce que, enfin, switcher en informatique, il y a le côté cliché où en informatique il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Est-ce que ça, par exemple, ça a été un souci ou pas? Alors, avant d'arriver à l'informatique, parce que c'est vrai que c'est assez emblématique pour les femmes, l'informatique, on se dit toujours qu'il n'y en a pas. Donc ça me paraît un peu mystérieux. Mais en fait, même en biologie, je trouve que, enfin, moi personnellement, je trouve que même pour les femmes, c'est un peu dur. Ouais. C'est-à-dire que, bon, déjà, la première difficulté que j'ai eue pour faire ce métier, ça a été mon père. Bizarrement, en fait, parce que lui, pas parce qu'il pensait que j'étais pas capable, mais plutôt parce que ça l'angoissait du fait que c'était un secteur qui était très compliqué. Il savait déjà qu'il y avait beaucoup de difficultés. Et moi, j'étais assez bonne en tout. Du coup, c'était pas forcément évident de lui expliquer que j'avais envie de faire ça. Parce que je pouvais faire d'autres choses. Du coup, ça a été un peu difficile pour moi de batailler avec bon, bien sûr, il a accepté mon choix, mais ça a été la première, je pense, pour moi, la première difficulté à franchir. Il a eu du mal à accepter. Il a eu du mal à accepter la biologie, il a eu du mal à accepter aussi le fait que j'aille à la fac. Enfin, il y avait mon père, c'est un ingénieur vraiment très classique, il a fait la prépa, il a fait les écoles d'ingénieur. Pour lui, je pense que pour lui, c'était sécurisant de me voir faire un parcours similaire. Il aurait préféré plutôt que t'ailles côté prépa et faire une école d'ingé plutôt que passer par l'université. Ouais. C'est plutôt ça. Ok. Je pense, et il aurait préféré que je fasse une autre discipline que la biologie, à la base. Je dis ça à la base. Parce que je pense que pour lui, il voyait pas d'avenir dans cette idée, en fait. Il voyait pas comment ça déboucherait sur quelque chose. Il voyait quoi, plutôt? Je pense que mon père, c'est un angoissé, alors il voyait la même chose que pour lui, quoi. C'est-à-dire, tu fais des maths, tu fais des... Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il voyait, mon père, c'est un ingénieur assez généraliste, du coup, je pense qu'il me voyait plutôt dans quelque chose de similaire. Je sais pas pourquoi, mais... Là où il y a du taf, quoi. Ouais, voilà, quelque chose de rassurant. Je pense quelque chose de rassurant pour lui. Alors que ma mère, pas du tout. Ma mère, c'était plutôt littéraire, mais elle était à fond dans les... Quoi que j'allais faire, de toute façon, j'allais réussir, c'était formidable. Donc de toute façon, c'était pas du tout un frein, ma mère, pour ça. Mais elle m'a assez soutenue dans cette démarche. Mais c'est vrai que la première chose, c'était mon père. Pour moi, j'ai adoré aller à la fac, vraiment. C'était vraiment un bonheur. J'avais pas du tout envie d'aller en prépa, etc. Donc je me suis vraiment épanouie, c'était des très bonnes années pour moi. Donc voilà. Après, la deuxième difficulté, à cette époque-là, moi, j'avais envie de faire, quand j'étais à l'ENS, un parcours, j'avais envie de reprendre les mathématiques. Parce que j'aimais beaucoup ça. Et en fait, j'ai pas pu le faire, parce que on m'a un peu déconseillé de le faire. Et à cette époque-là, c'était... j'en avais discuté avec c'était pas un prof à l'ENS, mais c'était un mec qui était, je pense, assez tradi. Et il m'a dit non, mais on fait pas ça, quoi. C'est pas du tout un mariage heureux, quoi. Donc je l'ai pas fait. Je pense que j'aurais pas dû l'écouter, mais du fait suite à ta licence. Je sais pas si c'était suite à ma. Non, je pense que c'était pour lui, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens de faire des maths et de la biologie, je sais pas pourquoi. Je pense que ça répondait assez à un cliché, en fait, dans sa tête. Je pense les maths, c'est les maths, et la biologie, c'est pas pareil. Okay. On ne marie pas ces deux choses. Donc, c'est vrai que, à cette époque, il m'avait pris un peu de haut, en mode, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu racontes? Bon, et du coup, c'est vrai que je me suis un peu découragée sur le truc, je l'ai pas fait. Je pense qu'il y avait un peu... à l'époque, je l'ai un peu quand même ressenti du fait que j'étais nana. Je vais le dire, parce que je pense que ça aurait été un mec qui aurait proposé ça aurait été moins choquant. Ok. Voilà. Bon, à cette époque-là, je dis ça, ça m'a traversé un peu l'esprit, mais c'était, voilà.
Je me suis dit bon, il est un peu traditionnel, voilà. Bon bref. Un peu tradi comme tu dis. Voilà. Après, bon, c'est vrai que j'ai continué mon chemin, j'ai fait ma thèse, etc. Alors, durant ma thèse, je dois dire que j'avais une directrice de thèse qui donc n'aimait pas beaucoup les femmes. Enfin, n'aimait pas beaucoup les femmes, c'est pas qu'elle les aimait pas, mais en fait, elle mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Du femmes en particulier. Ouais, pour les femmes, dans leur travail. Donc c'était assez... Enfin, beaucoup de bâtons, bon. Voilà, quand même, si. C'est-à-dire qu'une femme, en gros, devait fournir 2 fois plus de travail qu'un homme pour arriver à avoir un peu de reconnaissance, je dirais. Tu peux l'expliquer, ça? Tu veux dire l'étayer avec des exemples? Non, mais est-ce que avec son caractère ou avec son parcours, tu peux expliquer pourquoi elle était comme ça? C'est ce que je veux dire? Je pense que c'était quelqu'un qui... C'est mon côté psychologique qui ressort. C'était quelqu'un qui avait beaucoup galéré pour y arriver. Voilà, tu vois. Ouais. C'est ça que je te Elle avait elle-même fait l'ENS, par exemple, et elle critiquait beaucoup ça. C'est-à-dire que, bizarrement, elle était tout le temps en train de cracher sur ce truc alors qu'elle-même l'avait fait, et bon... C'était très particulier parce que en fait elle venait de province, elle était très fière à l'époque quand elle est rentrée dans cette école, et ensuite je sais pas, bon voilà, il y avait voilà, je pense qu'elle a vraiment beaucoup galéré pour arriver, parce qu'elle était quand même chef d'équipe, etc. Elle a eu des prix assez prestigieux en recherche, donc c'est quand même quelqu'un qui c'est pas n'importe qui dans ce domaine. Et je pense que pour elle, ça a été difficile. Donc, par mimétisme, pour les autres, ça doit être difficile. Voilà. je pense que c'est aussi basique que ça, honnêtement. Mais c'est intéressant. Mais c'était vraiment un cas très très particulier. Mais c'est vrai que c'était assez flagrant que, en gros, à travail égal, un homme, c'était toujours formidable, quoi. Voilà, c'était toujours à travailler égal, voire moins. C'était toujours formidable. Donc, bon, on s'en accommodait au final, parce que une fois que t'as compris que c'est le système, bon bah c'est le système. Oui, tu vas pas changer de sexe. Mais c'est vrai que certains moments c'était assez désagréable aussi, parce que bah bon, moi en particulier je faisais ma thèse là-bas. Bon, et c'est vrai que quand on fait sa thèse, on s'investit quand même, et des fois, on n'a pas envie d'entendre ça, quoi. Enfin, voilà, juste un peu décourageant. Ouais, j'avoue. Voilà. Mais sinon, j'ai quand même beaucoup appris à ses côtés, etc. Mais je pense qu'elle avait quand même un problème avec les femmes. C'est plutôt le côté j'en ai chié, alors vous aussi vous allez en chier. Ouais, le côté ouais, c'est ça. Il faut en baver, quoi. Faut en baver, et puis pour une femme c'est compliqué. Elle de toute façon elle disait tout le temps pour les femmes c'est compliqué, c'est comme ça un peu dans le vague, quoi. Je veux dire, ça c'était pas vraiment, c'était pas étayé, quoi. Mais pour elle visualisait ça comme étant compliqué. De toute façon, fallait que tout était compliqué pour les femmes. Parce que les femmes, faut qu'elles arrivent à tout organiser. Quand elles ont leur bébé, quand elles ont leur truc. Alors explicitement, c'était pas. Voilà, elle ne disait pas c'est chiant les femmes parce qu'elles ont des gosses, c'était pas comme ça, mais il y avait quand même cette idée que une femme ça s'investit un peu moins, voilà, tu vois, du moins. Ça a un peu toujours la tête à la maison, tu vois. On en revient toujours un peu au problème de société. Et elle, je pense qu'elle en a beaucoup souffert parce que par exemple, elle-même a élevé son fils toute seule. Donc c'était particulier qu'elle ait... Enfin... Je sais pas, peut-être que c'est lié à son histoire, mais en tout cas, c'était assez handicapant pour les femmes du labo parce que il y avait pas vraiment de raison d'être d'avoir ces propos, quoi. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie biologie. J'ai déjà quand même pas mal de trucs à dire. Mais pour la partie informatique, bizarrement, donc quand j'ai fait la formation de 6 mois, on était 5 femmes pour 25 personnes. Donc 1/5. C'était beaucoup. Enfin, par rapport au milieu de l'informatique, c'est beaucoup de femmes, la proportion. Ok. Et on a été quand même très bien accueillis. Je tiens à le dire parce que c'est pas forcément évident de prime abord, quoi. On a vraiment été bien intégrés. Bon, après on était quand même une génération un peu homogène, quoi. Mais les femmes étaient pas moins bonnes, bien au contraire. Étaient très bonnes en informatique. Il y avait aucun problème sur ça.
Et on était très bien intégrés, il y avait pas de trucs particuliers, pas de difficultés particulières au niveau de cette formation en tout cas pour moi. Par rapport aux profs, par rapport aux autres. Ouais, par rapport aux profs. Par rapport aux autres de la promo. Ouais, exactement. Il y avait vraiment une volonté aussi de soutenir ça, parce que je pense que les mecs ils étaient très contents d'avoir des femmes dans leur promo. Et je pense que ça faisait un bon équilibre. Voilà, c'était bien. J'ai vraiment apprécié faire cette formation et c'était pas plus dur pour nous que pour les autres. Et c'est pas du tout un truc de mec en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. Et voilà. Et après dans mon travail actuel, je travaille quand même, c'est vrai, avec quand même pas mal de mecs. Mais ça va. J'ai choisi une boîte aussi dans laquelle il y a cette dynamique. Voilà, c'est sûr que si j'étais avec des geeks informaticiens qui vraiment tout le temps qui supportent pas les nanas, ça aurait été compliqué. Mais j'ai pas choisi ce milieu-là non plus. Je me suis pas tiré une balle dans le pied. Donc après, tu peux pas savoir sur qui tu tombes, quoi. Non, bien sûr, mais après voilà, je pense que c'est sûr que quand on est une femme, il faut aussi faire attention à ça, parce que c'est pas forcément très sympathique de travailler avec des petites remarques, des petites remarques. C'est marrant en fait qu'on parle de ça maintenant, parce que il y a quelques jours, il y a un prestataire qui est arrivé dans ma boîte et en fait il a fait une remarque sur ça. Alors que personne n'avait fait de remarques sur ça depuis le début, parce que, je sais pas, personne n'en a fait en fait. C'est quoi, comme quoi t'étais... comme quoi, pas que j'étais une fille, mais en fait, plutôt l'idée de se dire, oui, après tout, c'est pas si choquant qu'il y ait plus de femmes infirmières et de mecs dans l'informatique, c'est la nature. Alors, quand il m'a dit ça, je me suis dit, on va pas être copains, mais bon, je sais pas pourquoi en plus il m'a attaqué le but en blanc sur ça, parce qu'on se connaissait depuis une minute, mais a priori il avait besoin de le sortir, donc il l'a sorti, voilà, je lui ai dit que bon, je lui ai dit écoute, je pense que c'est mieux qu'on coupe court à cette discussion tout de suite. Mais bon, voilà, c'était marrant en fait pour moi de me retrouver confrontée à ça, parce que je l'avais pas eu si explicitement depuis le début. Ouais. Et il y a un autre truc en fait qui s'est passé aussi récemment dans ma boîte, parce que en fait on organise des conférences, peu importe, et on avait besoin de sélectionner quelqu'un dans la boîte pour parler, pour présenter quelque chose à cette conférence. Et en fait ils sont venus me demander à moi, et alors c'était une personne commerciale de la boîte qui est venue me demander. Il m'a dit écoute, je viens te voir parce que on a besoin de quelqu'un pour cette conférence, et bon, t'es notre créneau femme quoi. Parce que quota. Voilà, parce que on n'a pas de femmes. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on a organisé cette conférence, on s'est fait harponner sur les réseaux sociaux parce que on met jamais de femmes. Ouais. Donc ils sont venus me voir. C'était une conférence de quoi? Enfin, sur quoi? C'est une conférence sur en fait c'est un meet-up, ça s'appelle un meet-up. En fait on va parler, il y a deux personnes qui vont parler, et moi en l'occurrence qui vais présenter du coup ce que je fais. Ce que je fais dans la boîte, avec une démonstration, etc. C'était une conférence publique ouverte à d'autres... Oui, les gens s'inscrivent en fait. C'est comme c'est comme des conférences un peu en recherche, mais si tu veux, non c'est pas interne. Tout le monde peut s'inscrire. Ok. Et en fait ils sont venus me voir, et bizarrement je ne savais pas vraiment comment réagir, parce que bien sûr ça m'intéressait de faire cette conférence, mais pas parce que j'étais une femme en fait, plutôt parce que ça m'intéressait tout court. C'est-à-dire que... Et en fait, j'ai pas su comment prendre cette remarque. C'est-à-dire, je comprenais pas si je devais le prendre bien ou si je devais le prendre mal. En un sens. C'était très particulier pour moi. C'était la première fois que ça m'arrivait en fait qu'on me parle de ça. Parce qu'en biologie, on fait jamais ce genre de remarques, puisque bon, de toute façon, on s'en fout. Il y a des gens qui parlent, c'est femmes ou c'est des hommes. C'est quand même assez homogène de ce point de vue-là. Puis il y a plus de conférences, etc. Bon. Puis quand tu parles, c'est pour ton sujet, quoi. Ouais, voilà. On se préoccupe pour ton pas. sujet, pas parce que t'es une femme. On se préoccupe pas vraiment de ce genre de questions. Et du coup, je lui ai dit, écoute, oui, bien sûr, et tout ça. Mais je m'en suis un peu voulu de pas avoir rebondi sur cet argument qui me paraissait pour moi, je savais pas vraiment s'il me paraissait bien ou pas bien en fait.
La première chose que je me suis dit, c'est en fait, est-ce qu'il m'a choisi parce que c'est moi qui ai travaillé à 80% sur le projet? Parce qu'en fait, c'est pas l'argument qu'il m'a donné. Il m'a pas dit c'est parce que c'est toi qui connais le mieux le truc. Il m'a dit parce qu'on n'a pas de femme. Ou est-ce que en gros il avait besoin d'une nana et donc et ben en même temps dans la technique il y a que moi, donc comme ça c'est réglé. Donc voilà, mais en même temps d'un côté je me suis dit et ben s'il se pose cette question c'est pas si mal. C'est-à-dire que j'étais partagée entre le fait de me dire bah j'ai envie qu'on me prenne pas parce que je suis une nana, et en même temps j'avais envie de me dire c'est bien qu'il se pose cette question. Voilà, il a pas de femme dans sa conférence, et c'est vrai que c'est pas normal, parce que moi j'estime qu'il y a des femmes intéressantes qu'on pourrait entendre parler, et du coup j'étais mitigée sur cette remarque, voilà. Et tu l'as fait. Et je vais le faire, oui, parce que dans toute façon je vais le faire, parce que pour moi c'est intéressant de le faire, pour moi, pour ma carrière, tout ça, mais au début, je me suis dit, je vais lui renvoyer dans la tronche qu'il se fout de moi, quoi. C'est-à-dire que ça me plaît pas du tout qu'il vienne me chercher pour cette raison. Et après, je me suis dit, ça me plaît pas du tout qu'il vienne me chercher moi pour cette raison, c'est vrai, mais ça me plaît dans le concept où il s'est posé cette question. Et même si il se l'est posé juste de réputation, même si c'est pour sa réputation qu'il se l'est posé, ça veut dire que c'est une question qui se pose, en fait. Du coup, ça m'a intéressé. C'est-à-dire que c'est un problème qui a relevé aussi. C'est un problème. Il a conscience, soit parce qu'on lui met le nez dedans, soit parce qu'il en prend conscience, peu importe au final, mais il a conscience que, en fait, quand il a 3 conférenciers, il prend 3 mecs, c'est un problème. Donc, voilà, ça s'est passé il y a quelques jours et j'étais assez mitigée, mais bon, voilà, j'ai pas encore tranché vraiment, mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant qu'il y ait cette remarque. T'arriveras peut-être jamais à trancher. Non, je pense que j'arriverai pas à trancher en effet, parce que je pense que les deux choses sont bien. Il n'y a pas besoin de trancher. Non, il n'y a pas besoin de trancher. D'un point de vue personnel, pas, parce qu'en soi on s'en fout. En fait, c'est un peu parce que le côté personnel, c'est un peu un truc d'ego, quoi. C'est juste que on préfère qu'on vienne te dire oui, ton sujet il est génial, t'es tellement formidable qu'on veut que tu parles. Voilà, bien sûr qu'on a envie d'entendre ça, mais en même temps, si je mets de côté mon ego, je me dis, pour les femmes, c'est important qu'il y ait aussi un mouvement comme ça qui se mette en place, même si on te choisit parce que t'es une femme. Parce que ça veut dire qu'on te donne l'opportunité de montrer que tu peux faire aussi bien. Oui. On te donne cette opportunité, donc il faut la saisir, il faut la prendre, même si initialement c'est pas forcément pour des bons arguments. C'est le souci des quotas. Oui, c'est le souci des quotas. Mais en même temps, ça donne l'opportunité aux femmes ou aux hommes, n'importe, parce qu'après tu peux avoir que des femmes en disant bah non, ça peut être aussi inversement. Et ça donne un exemple, et c'est bien, moi je trouve. Non, moi je trouve ça assez positif ton histoire. Mais en fait, tu peux donner l'exemple. En fait, je suis assez mitigée par cette situation, parce que en même temps, je sais que, en fait, j'avais vu un reportage extrêmement intéressant sur justement cette question des quotas. Parce qu'en fait, on est tout le temps en train de se dire, c'est pareil pour par exemple les gens qui peuvent être d'origine étrangère. On a souvent sorti ces histoires de quotas, etc. Savoir si c'est bon, pas bon. C'est toujours un éternel débat en fait. Et en particulier, par exemple, sur la question des femmes. Des femmes et des femmes aussi dans les aspects scientifiques, parce que il y a beaucoup ce cliché des femmes qui sont pas très bonnes en maths, etc. Bon, c'est quand même un cliché qui perdure. Je pense qu'il est totalement faux, mais c'est en fait un cliché sociétal. Et en fait, j'avais lu que la société est tellement ancrée de cette manière que si on laisse juste se faire les choses de manière naturelle, en fait, on en a pour 150 ans avant que ça se mette en place. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement ancré, tellement long, que ça va mettre 1000 ans, quoi. Il faut forcément. Donc, en fait, cette histoire de quota permet quand même de faire bouger les mentalités de manière plus rapide. Bien sûr, on pourrait dire, on se dit toujours, oui, il faut mettre la personne la plus compétente. Mais pourquoi il n'y aura pas des femmes compétentes? C'est-à-dire que, bien sûr, ok, mais on prend une nana compétente pour la mettre là. Moi, en fait, j'ai moins... Avant, j'étais assez mitigée sur cette question, et j'ai moins de problèmes maintenant avec ça, parce que je pense que c'est vrai, je pense qu'il faut maintenant aider un peu. Ça a été fait pour ça, ça a été fait
pour que la société change et pour montrer que les femmes sont aussi fortes que les hommes. Oui, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'en fait, il y a quand même ce cliché qui perdure. J'ai entendu une conférence très récemment qui était extrêmement intéressante, qui était donnée par une femme sur l'ambition. En fait, il y a quelqu'un qui est venu la voir et qui dit écoute, on a besoin, c'est des conférences qui s'appellent TEDx, c'est assez connu. Oui. Je suis fan. Voilà, et tu peux regarder, il y a une femme qui a fait une conférence sur l'ambition. Je crois que j'ai vu. Tu l'as vu? Ouais, je crois. Extrêmement intéressante, où elle explique pourquoi en fait les femmes ont moins d'ambition. Ouais. On parle du TEDx de Nathalie Loiseau sur l'ambition féminine. Je vous ai mis le lien dans les notes de cet épisode. Pourquoi les femmes ont moins d'ambition? C'est véridique ça que les femmes ont moins d'ambition? En fait, elle parle de son expérience en fait. Elle dit donc on est venu me voir pour me demander de faire une conférence sur l'ambition parce qu'elle est je sais plus exactement le métier de cette femme, mais elle est haut placée, elle a été diplomate, etc. Voilà. Elle a été diplomate, etc. C'est pas un métier qui est forcément beaucoup réservé aux femmes. D'être diplomate, c'est très masculin. Et du coup, bien sûr, ils sont venus là-bas en disant voilà, toi t'as tellement bien réussi, fais-nous un truc sur l'ambition. Et elle commence cette conférence en disant écoutez, quand il est venu me dire ça, moi je savais pas quoi lui dire parce que moi j'ai jamais eu d'ambition. Du coup, c'était pas du tout familier pour moi cette question. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que du coup, ça lui a quand même éveillé cette curiosité pour pourquoi les femmes n'ont pas, pourquoi moi j'avais pas d'ambition en fait. Parce que pourquoi pas en fait, pourquoi j'en avais pas. Non mais c'est vrai que c'est la question. On avait sans le savoir, enfin tu vois après. Elle a fait, non mais c'est très philosophique, mais en fait elle a fait toute une réflexion sur cette question et je pense qu'elle était complètement dans le vrai cette dame parce que elle explique que par exemple quand on est petite fille, ça m'a beaucoup marqué ça. Mais quand on est petite fille par exemple. Donc qu'est-ce qu'on va demander à une petite fille? On va lui demander d'être assez sage, d'être assez propre, d'être assez jolie, tu vois, on va lui demander beaucoup de caractéristiques qui sont somme toute assez nobles, il y a pas de problème sur ça, mais qui sont pas les mêmes que celles d'un garçon. Un garçon, si par exemple il est turbulent, on va trouver ça normal, c'est un garçon. Donc il est turbulent. On va lui demander d'être fort. Il y a plein de choses. Par exemple, à une petite fille, on lui offre quoi comme livre? On lui offre des livres de princesse dans des châteaux qui attendent un prince charmant. Elle dit c'est pas du tout d'ambition ça. Non mais il y a pas d'ambition là-dedans. Et c'est totalement vrai, c'est-à-dire que on attend et on attend. Voilà. Et elles ont leur prince, elles ont leur truc. On n'est pas dans l'action quand on fait ça. C'est vrai qu'on attend ton prince charmant. Mais c'est très intéressant et très pertinent de dire ça parce que en fait on attend, voilà. Et qu'est-ce qu'on offre aux petits garçons? Les chevaliers, les super-héros, quelque chose quand même qui va au-devant de l'aventure, etc. Donc elle disait, faut pas non plus s'étonner, une fois qu'on formate les petites filles comme ça, qu'elles aient pas trop envie d'aller à l'aventure, quoi. Parce que elles attendent. Non mais c'était très pertinent, moi j'ai trouvé parce que ça m'a beaucoup parlé. Cet argument, cette réflexion, quoi. On en revient toujours au truc de société. Mais on est élevé dans un espèce de moule qui fait que... C'est pareil, elle disait, moi on m'a dit, ton boulot, jamais tu pourras avoir des gamins, comment tu vas faire? Elle dit, ça m'a tellement énervé, j'ai fait 4 gosses. Et c'était très... Et elle dit, moi j'ai mon mari, j'ai une nounou, et puis ça se passe très bien. Enfin voilà, elle a 4 enfants, elle est diplomate. Bon. Oui, oui. Mais elle était très... On sentait que c'était très vrai en fait. Moi je me suis totalement reconnue dans certains de ses propos. Et je pense que la société ne doit pas nier qu'elle fabrique ça. C'est important que la société en prenne conscience parce que, et en particulier, elle parlait de la relation avec les pères et des petites filles avec leur père. Et elle disait que les pères qui avaient beaucoup soutenu leurs filles, c'est-à-dire qu'ils leur disaient tout le temps qu'elles allaient y arriver, le père, tu vois, c'est pas la même chose que pour la mère, qu'elles allaient y arriver, etc. Et elle disait que c'était plutôt ces femmes-là, en fait, qui se retrouvaient à la tête aussi de grosses équipes, etc. Qui avaient plus d'ambition. Voilà. Il y a beaucoup de... C'est pour dire que je pense que, inconsciemment, les pères ont aussi un rôle à jouer dans le développement de leur fille. Donc voilà. Oui, la famille, elle a forcément, elle a un gros rôle. Ouais, la famille, mais le père, c'est. Non, mais quand je dis la famille, c'est un global, tu vois.
plus symbolique que la famille de manière générale, je pense. L'organisation familiale aussi, si le père fait la manière dont le couple est organisé, si la figure paternelle en fait fait autant de choses entre guillemets ménagères que la femme, enfin si les activités sont soient bien réparties, pareil va y avoir une mimique par rapport à l'enfant qui va dire ah ben c'est ça le normal. Donc ouais. Donc je pense que il y a beaucoup je pense que la société là on arrive à un peu un tournant aussi, j'ai l'impression, enfin pour moi en tout cas je le vis comme ça, et je pense que c'est important que la société comprenne qu'il faut qu'elle évolue sur ces questions. Enfin moi en tout cas je le ressens comme ça. Très belle phrase de conclusion par rapport à cette question. Voilà, une question très longue. Enfin réponse très longue sur la question était courte. Je vais pas balancer, mais donc on va revenir sur le rapport à la science. Et donc, quel est toi ton rapport à la science ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire un bac S, de continuer les maths, etc. Alors, je pense que c'est aussi mon père en fait, un peu bizarre, mais alors moi j'ai très tôt voulu faire de la recherche en biologie aussi. Je me rappelle que j'étais en 5e. Ah oui. Et j'avais eu un cours, je me rappelle, un cours sur la circulation du sang. Alors, avec le bleu, le rouge qui passe par le cœur, les veines, les artères, tout ça. Et ça mais j'avais trouvé ça formidable ce truc. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on est bien fait ça. Et en fait, déjà à cette époque-là, je m'étais dit mais ça, travailler là-dedans, c'est fabuleux quoi. C'est génial. Parce que moi j'aime beaucoup comprendre. Alors je suis tout le temps en train d'essayer de tout comprendre. Donc c'est vraiment à la recherche, pour moi c'était mon truc. Et j'aimais beaucoup la biologie parce que comprendre ce qui t'entoure, c'est vraiment c'est vrai qu'il y a un côté très concret comme t'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment le vivant, c'est comment on fonctionne, comment tout ce qui se passe autour de nous fonctionne, les arbres, les animaux, c'est voilà, c'est ça, j'aimais beaucoup ça. Et du coup je pense que mon père, et je pense aussi que mon grand-père a joué aussi sur ça, parce que mon grand-père il faisait de la recherche en chimie. Famille de chercheurs. Ouais, mais en fait, mes deux grands-parents, donc les parents de mon père, étaient tous les deux chercheurs en chimie. Ma grand-mère et mon grand-père. Et à l'époque, c'était pas forcément évident, parce que mon grand-père, il est venu d'Arménie, donc, enfin de Turquie, à l'époque c'était Turquie, enfin l'Empire ottoman. Au moment du génocide, il est venu ici. Et c'était un immigré en fait, hein. Donc pas forcément évident. Et il a fait des études, et il a fait tout un parcours, il est devenu chercheur en chimie. Et ma grand-mère, elle était chercheure aussi en chimie, elle travaillait sur l'eau lourde, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Et c'était pas forcément facile pour elle non plus, parce qu'en fait elle a payé ses études toute seule. Enfin voilà, c'était une femme assez particulière quoi. Fallait quand même à l'époque, c'était pas forcément facile quand on était une femme aussi. Et je pense que, alors avec ma grand-mère j'avais moins de contact sur ces questions-là, mais avec mon grand-père c'est vrai qu'il a toujours beaucoup éveillé la curiosité qu'on avait moi et ma sœur. Et je pense que ça a quand même participé. Et après plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens en fait qui m'ont aidée. Des rencontres un peu par hasard au final, mais dans des labos, j'ai eu beaucoup de soutien pour rentrer à l'ENS. Il y a des gens qui m'ont, enfin, il y a eu tout. J'ai vraiment rencontré des gens à droite, à gauche comme ça, qui m'ont porté et qui m'ont permis d'arriver là où je suis arrivée, quoi. En fait, faire ce doctorat, etc. Parfaite transition pour la question suivante. Voilà, parfait. Est-ce que t'as des modèles féminins en particulier qui t'ont justement poussé vers cette voie ou motivé à continuer Alors, bon, donc là du coup je viens de parler de ma grand-mère, donc en un sens c'était quand même un modèle féminin, même si j'étais pas très proche d'elle. C'est une femme avec un fort caractère quand même. Et je pense qu'inconsciemment ça m'a quand même ouvert une voie, je pense.
Après, bon, j'ai déjà dit, mon père m'a pas du tout aidé. Clairement. Bon, il a pas non plus mis des bâtons dans les roues, mais il m'a pas aidé. Et du coup, je pense que je suis allée chercher ailleurs cette aide en fait. Et en particulier une personne qui s'appelait Frédéric, travaillait dans un laboratoire en fait dans lequel j'avais fait un stage. Et à l'époque, quand je travaillais dans son laboratoire, j'étais en licence et j'avais envie de rentrer à l'ENS, mais je savais pas comment faire et je savais même pas si je pouvais le faire. Donc j'en avais discuté avec lui. Lui en fait travaillait à l'ENS dans un laboratoire. J'en avais discuté avec lui et lui il m'a beaucoup soutenu. Et il m'a écrit une lettre, etc. pour ma candidature. Ça m'avait beaucoup touchée à l'époque parce qu'il était pas obligé, pas du tout. Et au moment, d'ailleurs on va reparler de ça, mais au moment où j'ai postulé, il y avait un homme et je me rappellerai toute ma vie de ce mec qui est venu, qui lui donc contrôlait les candidatures et sélectionnait les candidatures pour entrer à l'école normale. Et il est venu voir cette personne, donc il avait écrit la lettre, il a dit « Est-ce que tu maintiens ce que t'as dit ?» Il lui dit « Est-ce que tu maintiens ce que t'as dit dans cette lettre, sur cette femme ?» Il a dit « Bah oui, moi je maintiens tout. » Et donc j'ai été sélectionnée pour un oral avec lui, avec ce mec, qui m'a posé des tonnes de questions pour me planter. Et il y avait d'autres personnes dans le jury, mais clairement il était là pour te dézinguer. Ouais, pour essayer de sortir une faille, quoi, tu vois. C'est pour pousser aussi. Ouais, mais c'était un mec assez misogyne, il était connu pour ça. Hein. De toute façon, c'était pas spécifiquement avec moi, mais je pense qu'il avait un problème avec les femmes. Par exemple, dans le couloir, il disait jamais bonjour aux femmes, enfin c'était n'importe quoi. J'ai quand même réussi à rentrer. Ils m'ont quand même prise. Mais je pense qu'il avait... C'est vrai que lui, il m'a pas aidé non plus. Je viens de y repenser, j'avais oublié ce mec. Bah oui. C'est incroyable, ouais, je l'ai même pas mentionné. Jusqu'à aller voir la personne qui je le sais parce qu'en fait, on me l'a répété. En fait, moi, j'étais pas là, bien sûr. Mais il a débarqué un jour dans le labo en disant « Est-ce que tu maintiens tout ce que t'as écrit dans cette lettre ?» Et lui a dit bah oui, moi je maintiens tout. Si, comme si c'était un procès quoi. Comme si ça n'avait pas de sens en fait, comme si c'était du mensonge pour m'aider. Mais non, c'était pas du mensonge pour m'aider, c'était la vérité. Et oui, c'était pour m'aider, mais c'était pas du mensonge quoi. Et bon, c'était un con, mais voilà, c'est comme ça. On en rencontre des fois dans la vie. Mais on rencontre aussi des gens qui nous aident, donc c'est bien. Et après, d'un point de vue des femmes, ou même que t'as pas forcément rencontré, mais que tu vois, que tu t'es dit ah tiens, elle a fait un parcours, c'est cool. Alors quand j'étais en thèse, ça m'arrivait souvent de me dire ça quand je voyais des femmes par exemple présentées dans les congrès, etc. J'étais très admirative de ça parce que je sais, pour avoir côtoyé ce milieu-là, que c'est pas facile quand on est une femme d'arriver chef de labo et tout ça. Et des fois quand on voyait des talks, des présentations de choses qui étaient vraiment tellement intelligentes, j'étais très admirative de ça. Donc il y a des femmes, plus que si c'était un homme d'ailleurs, je me rends compte maintenant. J'étais plus admirative quand c'était une femme que quand c'était un homme. Mais après c'est vrai que je trouve que les femmes sont assez dures en fait entre elles, en tout cas dans le milieu de la biologie, c'est vrai, je trouve. Du coup, bizarrement, pour elles c'est difficile, mais en fait elles maintiennent cet aspect. J'ai parlé tout à l'heure de ma chef de thèse qui était pas très sympa avec les femmes. Et en fait, j'ai pas rencontré beaucoup de femmes qui étaient très... Si, j'ai rencontré une femme, en fait, je dirais, qui s'appelait... une femme avec qui je collaborais au cours de ma thèse, qui a un laboratoire à Londres, qui m'a quand même pas mal soutenue, qui m'a encouragée. Voilà. Et après, à la fin de ma thèse, le jour de ma soutenance d'ailleurs, il y a une femme qui est venue me voir, qui était dans mon jury et qui m'a dit il faut que tu continues, franchement c'est vraiment trop dommage, il faut vraiment que tu continues et tout ça.
Bon, moi j'avais pas le projet, mais ça m'a touché qu'elle vienne me voir pour me dire ça, parce que je pense qu'elle s'est dit, que c'est pas toujours facile quand on est une femme, et que c'est dommage que des femmes maintiennent pas le truc, quoi. Voilà. Donc moi c'était pas forcément ma démarche, mais j'ai trouvé que c'était ça m'a plu, enfin ça m'a touché. Ouais, ça m'a touché qu'elle vienne me dire ça, voilà. Mais sinon c'est vrai que les modèles femmes j'en ai pas eu beaucoup en fait, quand même, parce que je pense que on les voit moins aussi. Moi j'ai beaucoup aimé travailler avec des femmes, j'ai jamais eu vraiment de problème en fait, même à avoir des labos féminins. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent quand il y a trop de femmes ça piaille tout le temps, mais de toute façon moi je parle tout le temps donc ça me dérange pas. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec les labos féminins. Moi j'ai travaillé dans des labos qui étaient mixtes, j'ai travaillé plutôt des labos féminins, mais c'est ça m'a jamais dérangé, vraiment. Moi j'aime bien être avec des mecs, j'aime bien être avec aussi que des nanas, donc ça j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Tout le monde. Ouais, non, mais je trouve que c'est pas, en fait je trouve que c'est pas tellement un critère pour moi en fait, ça. C'est important comme on disait, je pense que c'est important qu'il y ait une certaine parité et qu'il y ait plus de représentation de femmes dans certaines choses. Mais après ça m'énervait aussi, par exemple, quand on regardait quand on recrutait quelqu'un, si c'était une femme ou un homme, par exemple. Ça me dérangeait, ça. Parce que en fait en fonction du nombre, on était là il y avait 3 nanas, 4 mecs, il fallait pas recruter une nana ou il fallait pas recruter un mec, c'est déséquilibré. Bon, c'était un petit peu ridicule, c'est-à-dire qu'on tombait dans un cliché en fait qui n'avait pas vraiment de sens, c'est-à-dire que là voilà. Est-ce que ça a un rapport que tu il fallait pas prendre, et surtout en général il fallait pas prendre une femme parce qu'il y avait trop de femmes, voilà. Parce que ça va piailler, ça chez les femmes ça se crêpe le chignon, enfin des conneries. Donc ça re-rentre dans les clichés, donc. Ça re-rentre dans les clichés en fait, alors que le but étant d'équilibrer, et en fait c'est un faux but, parce que le but il est plutôt de pas avoir trop de femmes. C'est plutôt ça en fait. Pour pas que ça se crêpe le chignon, parce que les femmes, c'est plus simple quand même quand il y a que des mecs, parce qu'au moins ça se prend pas la tête, voilà, des trucs comme ça. Bon, équilibré mais pour de mauvaises raisons, quoi. Voilà, équilibré mais en fait ouais, c'est ça. Équilibré pour pas qu'il y ait trop de femmes. On va dire ça dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que en biologie, il y a quand même pas mal de nanas, mais bon. Plus on monte, comme tu disais, plus on monte, moins il y en a. Mais quand on monte pas trop, il y en a beaucoup. Donc voilà. Donc du coup, et comme on recrute que des gens qui ont pas forcément tous 100 000 ans d'expérience et un mec plus 27, voilà, on se retrouve à recruter facilement des femmes en fait en biologie. Les postes d'ingénieurs, c'est quand même souvent des femmes, hein. Ingénieurs d'études et tout ça. Donc bon, c'est vrai. Technicien, ingénieur, c'est exclusif. Ouais. Donc le côté il y a pas de femmes en sciences, du moins en biologie, c'est complètement faux. Je pense que c'est complètement en biologie, c'est extrêmement faux, parce que en fait, il y a beaucoup de femmes scientifiques en biologie. Alors après, moi pour avoir vu aussi d'autres aspects qui étaient plutôt l'aspect informatique, c'est vrai qu'il y a peu de femmes. Je sais pas pourquoi. Parce que dans le fond, c'est comme je le répète encore, c'est pas du tout une matière d'homme. Enfin, et d'ailleurs, si on remonte aux premiers ordinateurs, c'était des femmes qui programmaient en fait, parce qu'on considérait que c'était des tâches pas très nobles. Donc c'était beaucoup de femmes qui faisaient les calculs, c'était des femmes qui travaillaient sur les premiers ordinateurs IBM, etc. Après ça a complètement changé, je sais pas pourquoi, c'est devenu, on a considéré que c'était plutôt un truc de mec, mais c'était des femmes. Comme le film, je sais plus comment ça s'appelle là, les femmes noires qui... Oui, tu l'as vu, c'est très bien. Je l'ai pas vu, mais justement, franchement, regarde-le, il est très très beau film. Depuis, j'ai retrouvé le titre. Il s'agit du film Les Figures de l'ombre, sorti en 2016. Et je l'ai vu. Très bon film, je vous le recommande. Le lien est dans les notes de cet épisode. Et il y a exactement l'illustration de ça, en fait. Il y a des calculatrices qui faisaient des calculs pour NASA, ouais. Et bon, du coup en informatique et en mathématiques en particulier, parce que moi j'ai beaucoup j'ai refait beaucoup de cours de mathématiques pour l'intelligence artificielle, enfin des cours plutôt regarder, voilà, des tutoriels, etc. Et en particulier il y avait des cours des cours universitaires en fait.
il y a quand même beaucoup d'hommes. C'est un peu dommage parce que je pense que les femmes ont totalement leur place et sont tout aussi douées en fait. Donc je pense qu'elles-mêmes, comme on disait quoi, la société les contraint un peu à ne pas forcément choisir ce genre de voie, mais je pense que c'est un tort. Donc voilà. Et donc si on dit qu'il n'y a pas assez de femmes en sciences, enfin il y a moins de femmes en sciences, souvent on revient donc au côté, on précise dans les hauts postes. Comment est-ce que tu expliques ça? Comment est-ce que tu vois qu'on peut parer à ça? Alors, je l'explique, je pense en particulier par ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire le côté ambition. Je pense que les femmes on les forme moins à être ambitieuses, ou je pense qu'on leur dit que encore une fois c'est un peu implicite en fait, on leur dit pas ça de manière de but en blanc en fait, c'est tout un travail qui se passe dans l'enfance, quand on apprend, quand on se formate en fait, hein. Mais je pense qu'on leur dit qu'en un sens c'est l'ambition, c'est un peu risqué quand même, hein, je veux dire, alors qu'une femme c'est pas trop là pour prendre des risques en fait, c'est plutôt là pour être, comme on disait, hein, materner, être même si c'est pas materner dans le sens propre du terme, c'est-à-dire materner, avoir des enfants, une femme c'est plutôt dans quelque chose de sécurisant, voilà, la sécurité, hein. Donc je pense que la sécurité et le risque ça va pas trop ensemble, hein. Donc c'est pas forcément évident pour elle de jongler avec ces deux facettes, et je pense que il y en a qui finissent par choisir la sécurité, parce que je peux comprendre, et voilà. Moi pour ma part je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi à un certain moment, mais que de toute façon comme j'aime trop apprendre, je peux pas rester dans la sécurité trop longtemps parce qu'en fait ça m'ennuie. Donc voilà. Donc du coup je suis quand même repartie dans un truc un peu risqué. mais je pense que quand j'ai changé de la biologie, il y avait aussi cet aspect, c'est-à-dire que j'avais pas envie de me retrouver dans un truc trop insécuritaire en fait. Donc je pense qu'il y a cette idée quand même d'ambition et d'ambition versus de sécurité, parce qu'en fait pour moi je pense qu'on oppose un peu les deux choses. Je pense que quand en tout cas c'est ce qu'on explique aux femmes, c'est soit on veut être ambitieuse et alors faut prendre des risques et il faut se mettre dedans à fond, soit on veut la sécurité et alors soit un peu chier quoi. Voilà, c'est ça, hein. Mais bon, on va savoir ce qu'on veut. Bon, voilà. Moi je pense que c'est pas forcément comme ça, mais je pense que ça explique en partie pourquoi les femmes sont moins dans des postes qui sont à haute responsabilité ou un peu risqués de manière générale. Parce qu'en fait un poste à haute responsabilité c'est un peu risqué. C'est cette notion un peu de risque quand même. Donc voilà. Et après comment pallier à ça ? Je dirais que, comme on a dit, je pense qu'il faut que les gens acceptent de laisser la place aux femmes aussi. La société doit apprendre à laisser la place et les femmes doivent apprendre à la prendre. Parce que on n'est pas, enfin je veux dire, on n'est pas juste victime, hein. Je pense on est formaté, donc les petits garçons sont formatés comme ça et nous aussi on est formatés comme ça, donc la société avance de cette manière. Mais je pense que c'est aussi aux femmes de faire changer ça. Les femmes doivent aussi un peu se réveiller à certains moments. Et c'est bien ce que tu disais tout à l'heure, c'était les femmes doivent apprendre à trouver leur place. Apprendre la place, en fait. Ça, c'est bien ça. Je pense que les hommes doivent accepter de la laisser, oui. Et les femmes doivent accepter de la prendre. Oui, c'est-à-dire que il peut pas y avoir, c'est un équilibre, tout est un équilibre de toute façon. Donc je pense que oui, mais je pense que les femmes sont prêtes maintenant à le faire quand même. Je le ressens ça. Bon, il y a toujours il y a toujours des réticences dans les sociétés et tout le monde est différent, donc voilà. Mais je pense qu'il y a la société change maintenant. Ouais, carrément. Et que les femmes ont besoin de le faire, en tout cas. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais à une petite fille ou une ado qui compte se lancer dans la science ? Et ben, je pense que c'est une entreprise très noble et que c'est extrêmement intéressant de faire de la science.
de manière générale, pas que quand on est une femme, mais je trouve que si... Moi j'aimais beaucoup, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup comprendre. J'aimais beaucoup apprendre, j'aimais beaucoup stimuler ma réflexion, etc. Et je pense que j'aurais pas pu faire autre chose en fait que de faire de la science. Donc je pense que dans la vie il faut s'écouter si c'est ce qu'on aime faire, et en fait c'est même pas une question de niveau, parce que je pense qu'on peut enfin ce que je veux dire par là c'est que il faut pas se dire quand on est pas forcément très bonne à l'école ou des choses comme ça que on peut pas le faire, parce que l'école c'est pas tout. Et il faut pas se décourager pour des choses comme ça. Je pense que si c'est ce qu'on aime faire, il faut le faire. Donc voilà. Je pense qu'il faut... C'est extrêmement important de toute façon de faire ce qu'on a envie de faire. De s'écouter, c'est très important. Il faut pas se censurer, parce qu'en fait... Et il faut pas se mettre la pression en fait. Je pense que moi, je me suis, dans ma vie... à certains moments de ma vie je me suis mis la pression trop, et en fait c'était pas forcément pertinent, parce que la vie des fois ça t'amène on me l'avait dit, mais quand on le vit pas on le croit pas, mais ça t'amène dans des choses que t'avais pas forcément prévues, et je pense que s'il y a 5 ans on m'avait dit qu'aujourd'hui je travaillerais dans l'intelligence artificielle, j'aurais dit n'importe quoi, impossible. Donc et je pense qu'il faut accepter des fois de prendre ces chemins qui amènent dans des choses inconnues, et qui... Faut pas se mettre trop de pression, je pense. Faut prendre les choses comme elles arrivent un peu des fois. Faut accepter ça, en tout cas. Très belle phrase de conclusion. Merci Lara. De rien. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, et encore merci à Lara pour son dynamisme et sa confiance. Si toi aussi tu as apprécié cette discussion, n'hésite pas à t'abonner sur ton appli de podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Pour m'aider à faire connaître le podcast, tu as plein d'options. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou iTunes, le mieux c'est de mettre plein d'étoiles, de préférence 5, et de me laisser un commentaire sympa, ça aide vraiment. Pour les autres, pas de soucis. Le podcast est aussi sur Podcast Addict, Spotify ou Castbox. Abonne-toi et laisse un commentaire. Tu peux également le retrouver sur YouTube, mais ce qui marche encore le mieux, c'est surtout d'en parler autour de toi et de partager. Je compte sur toi. Pour ne rien rater de l'actu du podcast, À la Sauce Curie a un site internet du même nom, alasaucecurie.com, tout attaché. Et bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Insta. N'hésite pas à nous suivre. Et enfin, si toi aussi tu veux participer et venir me raconter ton parcours scientifique, tu peux m'envoyer un email à alasaucecurie@gmail.com. Je serai ravie de te répondre. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Encore merci pour ton écoute, et n'oublie pas, la science est partout, surtout en toi. Salut et à mardi prochain.